Donc thinking outside the box, on peut le traduire en français par penser en dehors du cadre. Mais de quel cadre parle-t-on? Moi, les cadres, j'ai toujours pensé que ça venait de l'intérieur, de moi. Moi, les cadres, j'ai toujours pensé qu'ils m'étaient imposés, qu'ils venaient de l'extérieur, des autres. Ça commence avec les besoins primaires, le besoin de manger, boire, dormir. Puis ensuite viennent la timidité, la peur d'enfreindre les règles, mais aussi la peur de décevoir, la volonté d'agir de manière éthique. Ça commence avec les consignes parentales, puis avec les règles des jeux de société, la grammaire. Viennent ensuite les lois, le code de la route, les contrats de travail, le contrat de mariage. Mais pourquoi je m'impose tout ça? À la base, pour ta survie. Les sentiments et les peurs sont là en nous pour nous aider à vivre le plus longtemps possible, en nous incitant à prendre soin de nous, à nous nourrir, à ne pas nous confronter à un trop gros danger. Mais alors, si j'ai ces garde-fous, pourquoi la société m'impose ça? À la base, pour notre survie, pour que la liberté des uns puisse commencer là où s'arrête celle des autres. Les règles d'une société existent pour qu'on puisse cohabiter, théoriquement sans trop nous entretuer. Finalement, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de différence que ça entre nos deux approches, Tom. Finalement, qu'ils soient extrinsèques ou intrinsèques, les cadres ont le même objectif, que chaque individu puisse exister dans une société donnée. Bon, ça c'est la théorie. Oui, parce qu'en pratique, c'est souvent infiniment plus compliqué et ça marche pas toujours très bien. Non, et on le constate tous les jours. Malgré toutes nos règles, on a quasiment réussi à détruire notre planète. Et dans notre société, il existe encore le sexisme, le racisme et toutes sortes de discriminations envers les vieux, les malades, les pauvres, les handicapés et toute personne qui s'éloigne un tant soit peu de la norme. Et le pire, c'est qu'il existe des cadres qui encouragent ces comportements nocifs. Mais alors, pourquoi parler de ces problèmes quand on est Florent Poinceau et Thomas Saquet, qu'on est vulgarisateur informatique sur YouTube, qu'on est ingénieur logiciel dans une société qui s'appelle Utip? Pourquoi parler de ces problèmes quand on est deux hommes blancs, issus de familles sans grosses difficultés financières et cadres sup dans un domaine d'avenir? Bref, pourquoi parler de ces problèmes quand finalement on y est peu confronté? Pourquoi? Parce que faisant partie de cette tranche de population qui, ne subissant pas de discrimination grave, doit aussi agir aux côtés de ceux qui défendent leur cause chaque jour. C'est aussi à nous de créer un monde dans lequel cela n'existe pas. Et au moins, dans un premier temps, un monde dans lequel on lutte contre ça, en ne faisant pas partie des discriminants. C'est avec ces idées en tête qu'on a travaillé pour créer un environnement dans lequel on n'aurait pas tous ces problèmes. Un environnement dans lequel thinking outside the box serait une solution. Et ça a commencé plus ou moins consciemment au cours de notre scolarité. Je ne sais pas si, quand vous étiez petit, vous aviez une idée bien précise de ce que vous vouliez faire. En général, ça commence avec pompier, princesse ou vétérinaire, et puis ça évolue avec l'âge. Moi, quand j'étais petit, je m'en souviens pas très bien. Mais ce qui est clair, c'est qu'à partir de la 5e, je voulais faire de l'informatique. Le problème, c'est que, au début des années 2000, l'enseignement de l'informatique était quasiment inexistant du système scolaire. Mon collège. J'ai compris que j'étais dans un cadre et j'ai tout fait pour y en sortir. Mais dévier des rails du système scolaire n'est pas si évident que ça. Alors, j'ai dû passer par le lycée, passer mon bac, pour enfin viser une école qui l'enseigne l'informatique. L'Université de technologie de Troyes, qu'elle s'appelle. À l'arrivée à l'UTT, c'était quelque chose. Ouais. Nombreux sont ceux, après le bac, ceux qui partent pour de nouvelles aventures. Mais quitter le lycée, c'est aussi et avant tout quitter son cocon familial, quitter les gens qu'on a côtoyés pendant environ 18 ans. C'est des gens qui nous connaissent par cœur, des gens qui nous ont mis dans une boîte où ils pensaient que nous étions à l'aise. Et finalement, on se retrouve enfermé dans quelque chose qui ne nous convient pas vraiment. Moi, j'étais dans une boîte qui était trop petite, je devais y être timide et réservé. Et j'étais pas capable d'en sortir face à ces gens qui me connaissaient et qui attendaient ce comportement de moi. Alors quand j'ai su que j'étais accepté à l'UTT, j'ai vu l'opportunité pour moi de sortir de cette boîte et de m'exprimer autrement. Donc pour aller mieux, j'ai changé de cadre et c'était une très bonne idée. Ça a bien marché, aujourd'hui tu fais un TEDx. L'euphorie de l'arrivée à l'UTT passée, douche froide quand j'ai compris la première année qu'il me faudrait attendre encore 2 ans de préparation intégrée avant de pouvoir prendre un cours d'informatique. Ma chance,
ça a été de croiser la route d'une association, l'UTT Net Group, l'association d'informatique des étudiants de l'UTT. Yes! Voilà enfin une occasion d'accélérer les choses. J'ai pu y apprendre l'administration des serveurs, une aubaine pour moi. À partir de ce moment, j'ai compris que j'avais la possibilité de faire des choses dans ma vie qui avaient un réel impact. Parce qu'entre nous, rien ne m'avait empêché de rejoindre une association d'informatique. L'absence de l'idée, peut-être. Alors, à la fin de ma première année, au bout de mon TC2, pour parler aux UTTiens, j'ai tout fait pour ne serait-ce qu'avoir un cours d'informatique enseigné l'année d'après, 1 an plus tôt. Et ça a fonctionné, dis donc. Je n'étais plus tout à fait sur les rails. C'est l'une de mes premières expériences où j'ai compris que je pouvais faire un peu bouger les lignes. Et ce qui est assez marrant, c'est que moi, au même moment, j'ai commencé ce même cours. Sauf que moi, j'étais plutôt plus tard dans le cursus que ce qui était prévu initialement. Et ça, c'est possible grâce au système de l'UTT qui permet et encourage thinking outside the box. Au lieu d'avoir un parcours linéaire, les universités de technologie donnent la possibilité aux étudiants qui le souhaitent et qui s'en donnent les moyens de moduler leur cursus en fonction de leur projet professionnel et personnel. Pratiquer l'UTT, ça nous a aussi montré qu'il était possible d'avoir un système qui était complètement différent de ce qui se faisait habituellement et que pour autant, ça marche très très bien. Et finalement, c'est dans ce cours où on était tous les deux un petit peu hors du cadre qu'on s'est rencontrés et qu'on a commencé à travailler ensemble il y a 13 ans. Et notre collaboration a d'abord pris la forme de travaux associatifs, au sein du bureau des étudiants ou avec l'organisation du gala. Ça nous a permis de nous confronter au monde professionnel, avoir des clients, des fournisseurs, des financeurs, etc. Tout comme des vrais adultes, mis à part que tout le monde continue à vous considérer comme des gamins. Vous pouvez avoir géré un projet à la perfection, avoir des arguments infaillibles, avoir géré plus de 300 000 euros de flux financiers, avoir organisé un événement avec plus de 300 000 personnes, avec 3500 personnes, aucun problème. Peu importe, puisque vous êtes trop jeune, mal habillé, sans emploi, et que vous ne serez jugé que là-dessus. Entre nous, aujourd'hui, je trouve ça assez anecdotique, parce qu'encore une fois, c'est le seul problème auquel nous étions confrontés. Et dans l'absolu, ce n'est rien du tout en comparaison du fardeau de ceux qui subissent le sexisme et le racisme. Mais avec du recul, c'est complètement symptomatique des discriminations issues de préjugés. Ce qui est bien, c'est que ça nous a suffisamment marqués pour bannir et vouloir bannir ce genre de comportement des mondes dans lesquels on évolue. En parlant d'évolution, il arrive à un moment où on termine sa scolarité. Et donc là, on est confronté pour la première fois au monde du salariat. Pour ma part, j'ai suivi la voie toute tracée des sociétés de services en informatique, qui semblait être le chemin incontournable pour démarrer à travailler dans mon domaine. Alors c'est comme ça que je me suis retrouvé en costume, dans une tour à la Défense, avec un bon salaire, et on me promettait ça pour 40 ans au bas mot. Une situation de rêve. En tout cas, c'est ce que tout le monde s'accordait à dire. Pour ma part, ça a été plutôt une désillusion, puisque je venais d'un monde hyper dynamique, où tout était positif ou presque, et je me suis retrouvé dans une routine de métro trop long, boulot peu intéressant, dodo trop court, tout ça pour quelque chose qui m'intéressait pas vraiment. J'étais confronté à un nouveau cadre, à des nouvelles limites, et ça ne m'allait pas du tout. Donc j'ai au bout d'un moment, à essayer de me conformer à ce qu'on attendait de moi et à construire ma vie comme la société l'attendait, j'ai accepté que ça ne m'allait pas, et j'ai cherché un moyen de faire autrement. À ce moment-là, je travaillais dans une banque, il y avait plusieurs dizaines de milliers d'employés, donc je me suis dit que c'était relativement inconcevable de voir changer ce système, qui paraissait quand même bien figé et bien en place. Alors pour réussir à atteindre mon objectif, j'ai appliqué une recette qui avait déjà fonctionné par le passé, et j'ai changé d'environnement. Pour ça, j'ai accepté une proposition de Florent, qui consistait à monter une entreprise. Ouais. Au travers de mes différents stages en entreprise, et grâce au récit du salariat de mes amis plus âgés, j'étais encore plus galvanisé par mon envie de créer une entreprise. Vous vous rendez compte ? Avoir la possibilité de s'abstraire des règles dictées par les autres ? Alors en 2010, je me suis lancé. J'ai contacté 2 de mes très bons amis, dont Tom, pour nous lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pour nous le summum du thinking outside the box. Donc Flo, qui n'avait pas encore terminé ses études, nous proposait d'arrêter de gagner de l'argent
pour créer une entreprise. Et ça, alors qu'il n'avait pas vraiment d'idée de en quoi consistait le monde professionnel, et alors qu'il n'avait pas d'argent à apporter à l'affaire. Bon, moi, dans cette situation, vous imaginez bien que j'ai dit oui, bien évidemment, tout de suite. Parce que, en voyant le potentiel gain en cadre de vie que je pouvais obtenir en faisant ça, je me suis dit que ça valait le coup de sacrifier les économies que j'avais fait jusque-là et de quitter cet emploi qui ne me convenait pas. Et on a commencé, mais à une condition. On a demandé à Florent de quand même commencer à travailler normalement, histoire qu'il commence à se faire un peu d'expérience quand même dans le monde professionnel, qu'il commence à se constituer un réseau en dehors de celui de l'école, mais aussi qu'il gagne de l'argent pour pouvoir nous aider à créer cette entreprise. Ouais. Et c'était plutôt une bonne idée en fait. Mon premier job m'a permis de rejoindre une petite entreprise et j'y ai côtoyé des gens formidables. Et entre nous, ça ne m'a pas du tout éloigné de mon objectif. Loin de là. Certains parmi eux étaient eux-mêmes entrepreneurs et m'ont beaucoup soutenu lors de ma création. Ouais. Et du coup, en parallèle de nos emplois, on a commencé à se préparer. Donc on a commencé à se mettre à mi-temps. Ensuite, on a loué nos premiers locaux. On a travaillé pendant 2 ans pour se préparer à cette création. Et le 18 avril 2012, on s'est lancé et on a créé Ecos Technology. Enfin! Alors, on avait énormément de défis à relever. Le premier d'entre eux, c'était de rester amis. Mais il fallait aussi qu'on crée notre environnement de travail, qu'on crée une marque, qu'on crée un produit, qu'on recrute des gens et tout un tas d'autres choses. Et à vrai dire, la création de notre entreprise a été un franc succès. Nous avons mis en place l'environnement dont nous rêvions, au maximum exempt des préjugés et des suppositions toxiques. On a créé un beau produit, nous communiquions beaucoup pour atténuer nos tensions, et nous avions un process de recrutement aux petits oignons. Le tout en faisant évoluer ce qui ne fonctionnait pas et en nous félicitant de nos succès d'organisation. Mais créer une belle structure ne garantit pas sa pérennité. Loin de là. Tous nos efforts étaient orientés vers la construction de notre produit et vers la constitution de notre cadre de travail idéal. Le truc, c'est qu'une entreprise n'existe pas pour faire naître un beau produit ou pour être bien structurée. Dans le système dans lequel on évolue, les entreprises sont faites pour créer de l'argent. Ça, on avait beau le savoir, on a quand même mis à peu près 2 ans à vraiment comprendre et réaliser ce que ça impliquait. Et on s'est retrouvé, du coup, dans une situation délicate. Le compte en banque de notre entreprise était quasiment vide et nos comptes en banque personnels aussi. On s'est, du coup, évidemment, demandé si on devait tout arrêter et retourner à une vie plus conventionnelle. Mais bon, on s'est repris en main et on a décidé de trouver une solution. On a d'abord cherché à lever des fonds, puis finalement, on s'est associé à une autre entreprise, plus grosse, d'une 20aine d'années, qui cherchait à s'ouvrir le marché sur lequel nous travaillons. Sur le papier, c'était gagnant-gagnant. Nous étions financés et nous retrouvions un bon salaire, et nous apportions notre technologie et l'organisation que nous avions mis en place avec succès. Génial. Ouais. Nous apportions notre dynamisme et il comblait notre faiblesse commerciale. Bon, alors en pratique, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. On les a rejoints et après avoir travaillé un moment avec eux, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait pas vraiment à faire bouger les cadres. On était confronté à des suppositions et à des préjugés permanents qu'on n'arrivait pas à bouger. On n'a jamais vraiment réussi à intégrer le groupe en se rendant compte que finalement il n'y avait pas vraiment de groupe parce que chaque personne dans la société œuvrait plus pour elle-même que pour l'entreprise. Alors ça a été une période qui était assez difficile moralement, jusqu'au moment où on a réalisé et accepté qu'en fait la situation était bloquée, que c'était sans doute comme ça depuis le début. Alors après 2 ans dans cette situation, on a décidé de quitter l'entreprise en 2017. À ce moment-là, nous, on souhaitait partir, mais on ne souhaitait pas démissionner parce qu'on estimait qu'on était sur la bonne voie. Alors on a dû négocier avec eux pour pouvoir faire une sortie propre et pouvoir continuer ce qui était notre quête de l'environnement de travail idéal. En somme, nous pensions nous abstraire des cadres alors que nous avions fait qu'en choisir un nouveau, celui de l'entrepreneuriat. Et voyant qu'on ne s'en sortait pas, nous nous sommes réfugiés au sein de plus de cadres, encore plus contraignants. Alors,
qu'est-ce qu'on peut retenir de notre première aventure entrepreneuriale ? Eh bien, on en a tiré 2 grandes leçons. La première, c'est que pour faire bouger les choses, il faut bien comprendre le monde dans lequel on évolue et jouer avec ses règles. Et la seconde, c'est que pour vivre dans un cadre qui ne nous convient pas, on a 2 choix. Se résigner et les accepter, ou en sortir. Mise en application, avril 2017, on quitte la société. Durant ces 5 années d'entrepreneuriat, on a appris énormément de choses. Il y a un point qui ressortait en particulier, c'était notre volonté et notre capacité à transmettre nos connaissances. L'informatique est un domaine indispensable aujourd'hui, mais mal compris. C'est au moins aussi souvent une source de frustration que quelque chose qui nous aide vraiment dans notre travail au quotidien. Alors partant de ce constat, et fidèle à nos habitudes d'essayer des choses nouvelles, on a alors décidé de créer une chaîne de vulgarisation sur Internet qui s'appelle « Qu'est-ce que tu geeks ?» Et on a alors découvert le monde des vidéastes vulgarisateurs de taille modeste. Et on a creusé, on a étudié ce monde pour s'y faire une place et, cette fois, gagner de l'argent. Oui, donc on a créé une entreprise sans vraiment vouloir faire d'argent. Et après, on s'est dit qu'on allait faire une chaîne YouTube pour en gagner. Malin. Et oui, on s'est vite rendu compte que ça allait être compliqué. C'était évident. Mais on a cherché des solutions dès le début, cette fois. Oui, et puis on est arrivé très vite au constat que les petits vulgarisateurs avaient du mal à exister sur YouTube, que c'était un système qui n'était pas vraiment fait pour eux, et surtout qu'il existait un fossé entre un YouTube qui permettait la création de contenu de qualité, mais qui ne permettait pas une rémunération suffisante pour le rendre pérenne, et quelque chose comme Netflix, qui, à l'opposé, finance des contenus professionnels à grands coups de millions. Le cadre dont on avait besoin n'existait pas, donc on a décidé d'appliquer une leçon qu'on avait apprise précédemment. Il fallait en créer un nouveau. Et juste à ce moment-là, on a croisé la route de la société Utip. On a décidé de leur présenter nos idées, et il s'avère qu'ils avaient dressé le même tableau que nous. Et plutôt que de nous laisser dans un coin créer un concurrent, nous ont proposé aussitôt de nous embaucher. Utip, c'est une équipe dans laquelle on a retrouvé beaucoup des choses qu'on avait mises en place ou essayé de mettre en place. C'était des gens ouverts, prêts à se remettre en question et prêts à prendre des risques pour nous accueillir. Alors, on a trouvé que c'était une très très bonne idée d'accepter leur proposition pour aller voir de l'intérieur ce qui rendait tout ça possible. Alors, vous vous doutez bien qu'on a pris notre temps cette fois pour étudier ce nouveau cadre. Chat échaudé, tout ça. Hein. Et on y a trouvé des gens formidables, bienveillants, à l'écoute, avec l'envie de partager et de grandir ensemble, et qui, contrairement à nous par le passé, n'ont pas oublié que la rentabilité est clé pour la survie de nos entreprises, mais ce sans jamais mettre l'humain, quel qu'il soit, au second plan. Il semblerait donc qu'il soit possible de trouver des cadres qui nous conviennent sans avoir à les créer de toutes pièces. Ah oui, il semblerait qu'on se soit approché très très près de notre environnement de travail idéal, où Thinking Outside the Box est en fait le moteur pour avancer. Notre quête de l'environnement idéal n'est évidemment pas terminée. On a encore un peu de temps devant nous. Mais on est plus confiant que jamais. On est sur la bonne voie, et ce, grâce à une chose, Thinking Outside the Box. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de vous raconter ? Quelle que soit la position dans laquelle on se trouve, nous serons dans des cadres. Le jeu va donc être de trouver ceux qui nous conviennent. Si on n'y est pas bien, quelle qu'en soit la raison, on a un problème. Ce n'est pas normal. Ça ne doit pas être normal. Changeons de position. Ne laissons pas une situation qui ne nous convient pas s'installer. La pire chose qui puisse arriver, c'est de considérer que notre situation est banale. Et la dernière chose, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Ouais, il faut laisser de l'espace aux autres. Faisons attention à nos suppositions et déconstruisons nos préjugés, même ceux solidement ancrés et profondément inscrits en nous. Donnons l'exemple et laissons les gens s'exprimer dans ou en dehors du cadre. Le cadre professionnel, c'est principalement les relations avec nos collègues. Le cadre personnel, c'est principalement les relations constituées avec nos amis et nos familles. Tous ces gens, c'est notre entourage au quotidien. Cet entourage, ça peut être notre moteur comme notre frein. Pour être bien, il faut s'entourer de gens qui le sont également. Alors, pensons à nous, soyons égoïstes, prenons soin des autres.
Merci à tous d'avoir écouté cette conférence. C'était Tom et Flo de Qu'est-ce que tu geeks? Salut.